Dans cette vidéo, nous allons traiter de l'histologie du poumon, des bronches et des bronchioles qu'il contient. Ces schémas ne sont pas à savoir refaire, mais les légendes sont à connaître pour réaliser un schéma d'observation du poumon. Vous noterez que la principale différence entre bronche et bronchiole, outre la différence de diamètre, est la présence dans la bronche de plaques cartilagineuses, alors que la bronchiole est dépourvue de cartilage. Les légendes mentionnées ici pour la bronchiole sont valables quel que soit le type de bronchiole, que ce soit une bronchiole terminale, c'est-à-dire une bronchiole dont la paroi ne porte pas d'alvéole, ou que ce soit une bronchiole respiratoire, c'est-à-dire une bronchiole qui débouche sur des alvéoles. Sur cette photo, qui vous aidera à analyser votre lame et en faire un schéma d'observation, on repère l'aspect très perforé du poumon, qualifié de poumon parenchymateux, avec de nombreuses alvéoles contenant une lumière entourée d'une cloison. Les alvéoles forment la majeure partie de la lame, on les verra de façon grossie sur la photo d'après. Ce poumon est très vascularisé. On peut voir à ce grossissement de petites artères reconnaissables à leurs parois épaisses, mais aussi des petites veines. Par exemple, ici, une veine en coupe oblique ou encore ici, une veine en coupe transversale. Les veines sont reconnaissables à leurs parois relativement fines. Remarque, en fonction des lames, la lumière de ces vaisseaux peut apparaître soit colorée avec des cellules sanguines dont les globules rouges éventuellement restés à l'intérieur. Cette lumière peut des fois être remplie de colorants ou encore des fois être totalement vide. Dans ce poumon sont groupés un certain nombre de conduits respiratoires, les plus gros étant les bronches. On en repère une ici, avec au centre sa lumière, puis vient la muqueuse, pour laquelle il vous faudra prendre un grossissement plus important pour repérer l'épithélium cilié suivi du chorion. Ensuite, la musculeuse formée de muscles lisses circulaires avec ici un aspect fibreux. Cette musculeuse sert à contrôler le diamètre de la bronche. Lorsque ces muscles sont contractés, le diamètre de la bronche se réduit. On parle alors de bronchoconstriction. À l'opposé, quand ces muscles sont relâchés, le diamètre de la bronche augmente et on parle de bronchodilatation. Ensuite, la sous-muqueuse, du cartilage, le cartilage étant reconnaissable avec de nombreuses cellules réparties dans une matrice extracellulaire abondante. On repère bien ici plusieurs plaques de cartilage, en l'occurrence 3 sur cet exemple. Et enfin, dernière tunique, l'adventice. Autre conduit de diamètre inférieur, ce sont les bronchioles. Les bronchioles, comme nous l'avons dit, contrairement aux bronches, n'ont pas de cartilage. On trouve par exemple sur ce cliché des bronches terminales. Ici, en bas à droite, une bronchiole terminale en coupe transversale. Ou encore ici à gauche, une bronchiole terminale en coupe oblique. Et enfin, une dernière ici en coupe transversale. Il vous faudra prendre un grossissement plus important pour analyser les différentes couches de la bronchiole.
Les bronchioles terminales se ramifient pour donner des bronchioles respiratoires qui elles-mêmes aboutissent à des canaux alvéolaires, eux-mêmes débouchant sur des sacs alvéolaires puis des alvéoles. Voyons ces différents niveaux sur la photo d'après. Il vous faudra sur la lame repérer ces différents niveaux: bronchiole terminale, bronchiole respiratoire, canal alvéolaire, sac alvéolaire, puis alvéole. Enfin, à l'immersion, il sera important de repérer les principales cellules des parois alvéolaires, parois encore appelées cloisons alvéolaires. Ces parois constituent le contour de la lumière des alvéoles. Les cellules qui sont à reconnaître sont d'une part les pneumocytes de type 2, pneumocytes de type 2 reconnaissables avec leur forme relativement ronde, cellules assez grosses, contenant un noyau volumineux, lui-même rond, avec nucléole visible. D'autre part, les pneumocytes de type 1, qui sont quant à eux beaucoup plus aplatis, avec un noyau écrasé. Enfin, vous repérerez les capillaires de type continu avec la présence d'une lumière, une cavité, et les cellules qui l'entourent, encore appelées cellules endothéliales. Il ne vous sera pas demandé de reconnaître les macrophages. Il vous faudra connaître l'organisation fonctionnelle de la barrière alvéolo-capillaire, encore appelée cloison interalvéolaire ou tout simplement paroi alvéolaire. Elle est constituée d'une part de très nombreuses cellules aplaties servant de protection, de délimitation de l'alvéole. C'est un épithélium formé de cellules aplaties, plus larges que hautes. On parle donc d'épithélium pavimenteux, avec des cellules en forme de pavé. Ces cellules sont plus précisément appelées pneumocytes, cyte pour cellule, pneumo pour poumon, et ce sont ici des pneumocytes de type 1. Elles sont accrochées les unes aux autres par des jonctions serrées ou jonctions étanches. Ces cellules forment la majeure partie de la surface de l'alvéole. Deuxième type de cellules, les pneumocytes de type 2, qui quant à eux sont des cellules actives, polarisées, avec un noyau basal accompagné de réticulum endoplasmique abondant, vers le pôle apical de nombreuses mitochondries, mais aussi de très grosses vésicules, de très grosses inclusions, avec des structures lamellaires à l'intérieur. On parle d'inclusion lamellaire de surfactants. Inclusions lamellaires qui seront très bien visibles sur les électronographies des pages suivantes. Le surfactant étant exocité par ces cellules à la surface de l'alvéole. Ce surfactant forme un film, un liquide à rôle tensioactif, c'est-à-dire qu'il empêche les surfaces de se collaber, de se coller lors de l'expiration. Il tue également les bactéries et facilite la diffusion des gaz. À l'intérieur de la cloison se trouve un tissu conjonctif formé de collagène et de fibres élastiques synthétisées par des fibroblastes. Des cellules circulantes de type macrophage vont parcourir
la surface de la cloison, elles ne sont pas schématisées ici, à la recherche d'éventuels pathogènes. Enfin, de très nombreux capillaires de type continu, c'est-à-dire que les cellules endothéliales sont jointives, de très nombreux capillaires continus sont présents à l'intérieur de la cloison. Les poumons, et plus précisément l'ensemble des alvéoles qui y sont contenus, correspondent à une bonne surface d'échange gazeuse. Une surface d'échange est optimale lorsqu'elle est évidemment une surface relativement vaste, une aire vaste. Ceci est effectivement le cas, comme nous l'avons précédemment évoqué, avec la surface alvéolaire chez l'homme qui, par exemple, est de l'ordre de 90 mètres carrés. Une surface est également optimale dans les échanges lorsqu'elle est fine. C'est le cas ici puisque le trajet à effectuer par les gaz est constitué de cytoplasme de cellules très aplaties, cellules de type pneumocyte de type 1, mais également les cellules de la paroi du capillaire, qui sont encore appelées cellules endothéliales. Une surface d'échange est également optimale si le transport des substances est facilité. Ici, les substances sont les gaz, dioxygène et dioxyde de carbone, qui passent par simple diffusion. Cette diffusion est importante grâce aux gradients de pression partielle qui sont importants et générés via la ventilation et la circulation. Effectivement ici, le gradient de pression partielle de dioxygène est dans le sens entrant vers le capillaire, avec une forte pression partielle de dioxygène dans la lumière alvéolaire et une plus faible pression partielle de dioxygène dans le sang. Ceci est maintenu important grâce au renouvellement de l'air alvéolaire via l'inspiration, mais également grâce à la circulation sanguine qui prend en charge le dioxygène en permanence et qui circule en permanence. Donc le dioxygène va rentrer par simple diffusion de la lumière vers l'intérieur du capillaire. À l'opposé, le gradient de pression partielle de CO2 est dans le sens sortant. Vous trouverez pour finir des électronographies de cloisons interalvéolaires que vous devrez étudier en détail avec les légendes fournies. Il ne sera pas paraphrasé ici, ce qui est déjà indiqué. Il vous faudra également apprendre de façon théorique la comparaison des surfaces d'échange analysées en TP via les documents fournis.